de la philosophie du transgenre à l'intelligence artificielle. Donc, on va aujourd'hui revenir sur Terre, la médecine de tous les jours, avec un grand expert qui est très très connu par les pédiatres partout au Maroc. On a tous suivi ces conférences partout, que ce soit à Rabat, à Casa, à Oujda, à Tanger. Donc, c'est le docteur Maillet, que tout le monde connaît, dermatologue à Argenteuil. Et à mes collègues, à mon côté, ma collègue Hanan Baïbaï, qui est experte en dermatologie pédiatrique. Madame Mernissi devrait être présente aussi, mais elle est prise dans un autre congrès. Et donc, je passe la parole à Madame Baïbaï. Merci, professeur Ouidet. Donc, j'ai l'immense plaisir d'être parmi vous. Donc, ça traduit notre collaboration très étroite de tous les jours. Je remercie le professeur Hida pour son invitation et d'avoir toujours inclus ce thème de dermatologie pédiatrique, qui est notre pain quotidien, mais aussi le pain quotidien des pédiatres. Et on a des pratiques qui se chevauchent, qui sont complémentaires. Et bien sûr, je vous félicite pour la qualité du programme qui est toujours excellent. Donc j'ai l'immense plaisir d'introduire Dr Emmanuel Maillet, qui est un grand expert en dermatologie pédiatrique, en dermatologie en général, qui nous vient d'Argenteuil, et il va nous traiter aujourd'hui 1 heure des urgences dermatologiques de l'enfant. À vous la parole. Je vous remercie. Donc, tout d'abord, je suis très très content d'être à Fès. J'avais déjà été invité, j'avais dû refuser. Et j'adore cette ville. Alors, je ne vais pas dire que c'est celle que je préfère, parce que ça va vexer d'autres personnes. Mais c'est vrai que je suis fan de Fès. Donc, quand on demande de présenter des urgences dermatologiques de l'enfant, c'est toujours... on a envie de parler des choses qui font pleurer. Et en fait, le quotidien, c'est pas ça. On a fait une étude maintenant il y a 15 ans où 10% des enfants qui venaient aux urgences avaient des problèmes dermatologiques dans un centre de pédiatrie. Donc c'est vraiment du quotidien. Donc je vais vous présenter, voilà mon plan, quelques observations récentes parce qu'on en voit tous les jours et on a du mal à les rentrer dans des groupes comme ça, dans des thèmes, mais ce sont des observations qui sont souvent didactiques, certaines qui m'énervent parce qu'on a l'impression de se répéter depuis des années, et les pédiatres n'intègrent pas des choses très simples. Donc après, je vais vous parler de bulles, d'acné, des acnés qui peuvent arriver aux urgences, vous allez voir, et des urgences infectieuses et para-infectieuses. Vous savez, ce sont ces syndromes qui sont secondaires aux infections, mais qui ne sont pas infectieux stricto sensu. Donc, quelques observations récentes. Celle-là, elle est, vous la voyez au quotidien. Cette fillette a une éruption depuis 5 jours. Et j'ai évolué depuis 4-5 jours, subfébrile. Alors, on est sur un atelier, donc j'aimerais que vous réagissiez avant que je vous donne les diagnostics. Autrement, c'est plus un atelier. Herpès tout court. Herpès pétéginisé, absolument. Donc là, on est sur quelque chose, j'irais même dire, c'est une primo-infection herpétique plus qu'un simple herpès. Pourquoi? Parce que c'est le premier épisode, parce que c'est extrêmement étendu, que l'enfant n'était pas très bien. Et je vais y revenir, ça se traite comment en herpès? Par le mépris, entre guillemets. Non, eau et savon. Parce que quand j'entends soins locaux, j'entends antiseptique, j'entends agent cicatrisant, j'entends tout un tas de produits. Eau et savon, point barre. On n'utilise plus d'antiseptique en dermatologie, ou quasiment plus. Je vous rappelle, comment? Alors, Zovirax crème n'a jamais fonctionné. Ça rassure les parents. Donc, si vous voulez mettre quelque chose parce que les parents sont demandeurs, mettez un peu de Zovirax crème. Mais dites-vous que ça ne sert à rien. En France, c'est même en vente libre, tellement ça ne sert à rien. Donc, mettez du Zovirax si ça vous fait plaisir, si ça fait plaisir aux enfants. Mais ça ne sert à rien. Là, le seul traitement qu'on pourrait mettre, c'est un antibiotique local, parce qu'on a quand même une surinfection très localisée, et on va revenir sur l'impétigo, sur des impétigos localisés, on peut mettre un antibiotique local. Ici, ce serait volontiers du mupiderme, par exemple. Vous pouvez mettre de la fusidine aussi, mais vous savez que ce n'est pas un très bon antistreptococcique. Si vous mettez un antibiotique oral, personne ne vous en voudra, parce qu'on est sur une zone qui est douloureuse, donc l'application d'un antibiotique peut faire mal. Donc là, le seul, c'est eau et savon et antibiotique, point. Je vous rappelle que l'herpès peut toucher toutes les zones chez l'enfant, on va y revenir tout à l'heure, si on a le temps. Vous voyez au niveau de l'œil, en fait ça dépend où embrassent les parents leurs enfants.
Moi, j'en ai vu sur les fesses. Et au milieu, ça, c'est un rite lors de la circoncision, où il y a une succion pour créer l'hémostase. Et j'ai eu plusieurs cas d'herpès au niveau de la verge chez des petits garçons. Donc vous voyez en bas. Bon, alors, juste un mot en attendant sur les antiseptiques. Je vous rappelle que les antiseptiques, ça marche environ 20 minutes. Et qu'au bout d'une heure, on admet que la flore cutanée est restaurée. Donc c'est pour ça que les antiseptiques finalement ne servent à rien en dermatologie, sauf si vous avez une plaie souillée, sauf si vous faites une prise de sang, une ponction lombaire. Là, l'antiseptique a un intérêt pour réduire la charge bactérienne lors du geste invasif. Mais sur une plaie qui va durer 24 heures sur 24, ça n'a absolument aucun intérêt. En plus, c'est souvent irritant, ça peut altérer la cicatrisation en altérant les fibroblastes et les kératinocytes, donc pas d'antiseptique en dermatologie sur des plaies. N'importe quel savon, celui que vous voulez, à l'argan, à l'huile d'olive, comme vous voulez. N'importe quel savon. Alors c'est vrai que nous, on préfère toujours des savons sur gras, qui ont tous un effet détergent. Je pense que le Dove est disponible au Maroc. Le Dove est largement suffisant. Il y a des industriels, je ne vais pas dire de mal, mais sur une peau normale, c'est souvent bien suffisant, du Dove tout simplement. Et c'est beaucoup moins cher que ce qu'on trouve en officine. Donc là, vous voyez différentes localisations, l'œil, la verge. Les parents ont la fâcheuse habitude d'embrasser les orteils des enfants, qui est une habitude finalement assez sympathique. Mais vous voyez en haut à droite, c'est un herpès fessier chez un petit enfant, ce qui est toujours gênant. Deuxième observation, comme on est dans un pays d'olives, ce petit avait brutalement, il avait un petit appendice au niveau du doigt, et brutalement, il a une grosse olive. Première fois que je vois ça. Ça vous fait penser à quoi? Alors c'est rénitant quand vous appuyez, vous n'appuyez pas trop fort quand même, parce que vous avez l'impression que c'est prêt. C'est un doigt surnuméraire, hémorragique, absolument. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous le coupez, ça saigne. Alors, mais là c'est hémorragique. Non, là, il n'y a pas de syndrome hémorragique. Donc là, j'ai dit au pédiatre, je n'avais pas envie de m'en occuper en fait. Parce que vous avez quand même une artériole et une veine, donc ça peut quand même saigner. Donc je lui ai dit, tu mets un anesthésiant local, tu sectionnes, parce que là, vous savez, l'EMLA peut suffire en fait, parce que c'est tellement fin, et tu fais l'hémostase. Grosso modo, tu appuies jusqu'à ce que ça ne saigne plus. Ce qu'on va voir, nous, surtout, ce sont ces... Alors, nous, on ne nous appelle plus pour ça. Ces petits doigts surnuméraires qu'en fait, les néonatologistes adressent directement aux orthopédistes sans passer par la case dermatologue, ce qui est normal, après tout. Alors, moi, j'avais une dermato qui avait accepté de les opérer. Oh, ça n'a aucun intérêt parce qu'on coupe et on fait l'hémostase. Donc là, c'était assez original parce que, alors, vous voyez... Alors, attendez, est-ce que ça marche, ça? Vous voyez... Non, ça ne marche pas, c'est pas grave, je vais le faire avec ça. Vous voyez, ici, vous voyez l'ongle, en fait. Vous ne voyez pas non plus ma flèche. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, en bas à droite, un petit morceau d'ongle. Et en fait, c'est vraiment un doigt en excès. Et on fait une anapathe, on retrouve des petits morceaux d'os, des petits morceaux d'ongle, une structure totalement désorganisée. Donc ça, c'est simple, c'était joli, un peu anecdotique. Moi, c'est la première fois que j'en vois une. Là, quelque chose que vous pouvez observer, peut-être un peu plus fréquemment, en passant un peu à côté, je pense. Là, la localisation est très inhabituelle. Donc ça, vous voyez, c'est tout récent, c'était le mois dernier, enfin le mois, en janvier. J'ai une fille de 13 ans. Ah, merci. Je regarde juste. Oui, super. Une jeune fille de 13 ans, rapidement hyperalgique. Elle était tellement douloureuse, la petite, qu'elle n'arrivait plus à déplier ses doigts. C'était pas du tout articulaire, c'était vraiment cutané, avec ces espèces de nodules cutanés que vous voyez très bien ici, que vous devez voir beaucoup mieux sur les autres, sur les faces palmaires, au niveau digital. Pas de fièvre, un petit fébricule, rien à côté, aucun autre signe. Alors, bien sûr, les urgentistes, avant de m'appeler, enfin, un bilan qui doit retrouver un petit syndrome inflammatoire. Est-ce que vous avez une idée comme ça? Il faisait froid. Oui, il faisait froid. Oui, en janvier, il faisait froid. On a eu froid. Non, les engelures, c'est beaucoup plus distal. En général, c'est plutôt les pieds. Les engelures, c'est typiquement la jeune fille longiligne qui va mettre des Converse alors qu'il fait 0 degré et qu'il pleut. Donc ces Converse vont être trempées toute la journée et elle va faire ses engelures. Ça, c'est vraiment le tableau classique d'engelure. Mais là, vous êtes vraiment sur la phase palmaire. Urticaire, non, parce que c'est fixe depuis plusieurs jours, pardon.
Non, phénomène de Raynaud, c'est vraiment les doigts qui sont blancs. Alors, là, vous n'allez pas y arriver, je pense. C'est une hydradénitécrine plantaire juvénile, mais dans la forme palmaire, parce que ce n'est pas plantaire. Et ça, vous en avez peut-être entendu parler de cette hydradénitécrine plantaire, et qui peut donc être palmaire. C'est une inflammation brutale des glandes sudorales. C'est typiquement l'adolescente plutôt même. Moi, je vois plus de jeunes filles, et ça a touché les plantes, et brutalement, les enfants ont des espèces de nouures plantaires, et ne peuvent plus poser les pieds, à un tel point qu'on a envie de leur dire, fais un petit effort. Non, c'est vraiment hyper douloureux. Et on voit surtout des formes plantaires et exceptionnellement des formes palmaires. C'est brutal et ça régresse tout seul. Sauf qu'il faut attendre. Donc quand c'est plantaire, moi je le dis, pendant une semaine, tu as le droit de faire de la tablette, puisqu'il faut que tu aies les pieds en l'air. Mais autrement, c'est surtout repos, antalgique, anti-inflammatoire, non stéroïdien. Donc c'est une entité qui est vraiment importante à connaître, parce que ça ne sert à rien de partir sur un gros bilan de vascularite, de nouure. Un érythème noueux ne va pas toucher les plantes. Un érythème noueux va toucher les mollets, va toucher les tibias, mais jamais les plantes. Donc c'est vraiment particulier. C'est plantaire, presque tout le temps, exceptionnellement palmaire. Moi, c'est la première fois que j'ai envoyé des palmaires. Hein. Eh ben, on les embrasse. Non, les gens qui ont une hyperhidrose. Alors ça, c'est un autre sujet. L'hyperhidrose, on va l'avoir surtout chez la jeune fille longiligne, chez l'adolescente. Là, c'est pas lié à une hyperhidrose en principe. Il n'y a pas d'hyperhidrose dans l'hydradénitécrine plantaire juvénile. Hein. On ne sait pas. Bon, on va dire que c'est viral, mais quand on ne sait pas, on dit que c'est viral. Mais il n'y a pas de facteur déclenchant identifié pour les hydradénitécrines. Et souvent, les enfants font un épisode et ça disparaît en 10-15 jours et ça ne revient pas. La forme de l'adulte pose d'autres problèmes, notamment, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les dermatoses neutrophiliques, et là, on part vers tout un panel d'autres pathologies. Donc pensez-y, hein, c'est plutôt un enfant, donc ado, pré-ado, brutalement, noueur des pieds, il n'arrive plus à mettre les pieds sans autres signes généraux. Là, c'est un coup de gueule, parce que ça m'insupporte. Un enfant qui vient aux urgences, c'est une telle expertise. Donc vous voyez, de la semaine dernière, 4 mois, terrain atopique familial, traitement court, émollient, cutané, il n'y en a pas beaucoup d'autres que cutané. Ça évolue depuis 1 mois. C'est encore un enfant atopique qui n'a pas été traité, point barre. Alors on nous parle là, je vous laisse lire si vous voulez, mais donc il est encore allaité. Sous-entendu, ce n'est pas une intolérance aux protéines du lait de vache. Je rappelle que la dermatite atopique n'a jamais été une intolérance aux protéines du lait de vache. C'est l'urticaire qui, d'un point de vue dermatologique, peut être associé à une intolérance aux protéines du lait de vache, mais jamais l'eczéma. Quand l'enfant fait une grande poussée d'intolérance aux protéines, il peut faire une poussée d'eczéma, mais ce n'est pas lié directement. Donc ça s'est aggravé. Donc ma question, c'est est-ce que ça peut être un eczéma? Oui. Comment le traiter? On l'hospitalise? Non. Vous lui mettez quoi? Modéré, hein, parce qu'il y en a partout. Hein. Des forts, des modérés, ça va mettre 10 jours à fonctionner. Des forts, ça va mettre 24 heures. Vous auriez ça, vous n'apprécieriez pas qu'un médecin vous dise on va y aller doucement, vous allez vous gratter pendant 10 jours et dans 10 jours ça ira mieux. C'est insupportable de dormir, de se gratter. Donc mettez de la diprozone, traitez-le cet enfant. Vous allez voir qu'en 2 jours il n'y en a plus besoin. Donc ça c'est l'ordonnance type, mais que j'ai déjà dû vous montrer, hein, ceux qui sont déjà venus à des présentations sur la dermatite atopique. Mais alors j'étais un peu surpris parce que alors, on va peut-être vous montrer, là, ici il y avait quand même des squames un peu épaisses, mais qu'on peut voir tout à fait dans la dermatite atopique. Ce n'est pas la squame fine habituelle qu'avait cet enfant. Mais le traitement, c'est quoi? C'est diprozone 1 fois par jour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. On reprend dès que ça revient. Point barre. Alors après le bain, toujours, parce qu'après le bain, c'est mieux absorbé. Après le bain, on voit mieux les plaques. Après le bain, la maman a plus le temps qu'à distance. Toujours un émollient, puis les mesures d'hygiène habituelles. Et ça, je veux dire, on le répète depuis 20 ans. 17 février, la même chose. Il y en a marre qu'on ne traite pas les dermatites atopiques. C'est insupportable. Les parents n'accepteraient pas de se gratter comme ils acceptent de voir leurs enfants se gratter. Cette photo, elle est magnifique. On voit l'enfant se torturer tellement il est dans la souffrance. Un autre se gratte, mais là, ça résiste aux dermocorticoïdes. Aïe. C'est une gale. Mais plus qu'une gale. Non. C'est une gale hyperkératosique, là. C'est une gale sévère de l'enfant. Et ça, on l'avait montré dans une étude qu'on avait menée en France. Alors, j'en discutais avec une collègue marocaine qui dit « Non, mais non, nous, on n'en voit pas. » Si, bien sûr, vous envoyez des gales hyperkératosiques. Oui, des gales et des gales hyperkératosiques. Il n'y a pas de raison que vous n'en voyez pas moins que nous.
Mais la gale, c'est marrant, hein, parce que les gens, ça n'existe jamais chez eux. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite résurgence actuelle. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment. Moi, depuis 2 mois, j'ai tendance à en revoir chez des nourrissons. Printemps, oui. Mais c'est toujours le printemps au Maroc. Hein, et donc on a fait une étude en France où on avait recueilli une vingtaine de dossiers pédiatriques, et ce qu'on montrait clairement, c'est que ce ne sont pas les troubles neurologiques, ce n'est pas l'immunodépression qui sont des facteurs de risque chez l'enfant, c'est l'utilisation de corticoïdes par voie inhalée, générale ou locale, qui est le principal facteur de risque de gale hyperkératosique, norvégienne, comme vous l'appelez comme vous voulez, de la gale sévère chez l'enfant. Hein. Donc méfiez-vous quand même sur une dermatite atopique qui résiste aux dermocorticoïdes, ça n'existe pas, il n'y a pas d'accoutumance, ça n'existe pas, pensez toujours à la gale derrière, on peut passer à côté, on est tous passés à côté. Hein. Et là c'est Mohamed Demdoun, c'est un de vos collègues algériens avec qui travaille à Guémar en Algérie, qui ne vient plus depuis que vous êtes fâchés encore avec les Algériens. Il faudrait trouver des solutions parce que... Et voilà un autre cas de gale vraiment très très profus chez un enfant qui lui aussi résistait aux dermocorticoïdes. Hein, et voici des exemples qui illustraient notre publication. Alors ça sont vraiment des gales dites norvégiennes. Ce qui est très particulier, vous voyez, c'est cet aspect farineux au niveau des mains, cet aspect farineux au niveau de l'ombilic, cet aspect hyperkératosique une fois qu'on a mis des émollients. Là, la teinte des mains est vraiment caractéristique. Ce qu'on avait aussi identifié, c'est l'hyperkératose axillaire, soit axillaire antérieure, soit axillaire postérieure, qui est très très fréquente chez ces enfants qui ont une gale hyperkératosique. Donc, comment vous traitez la gale hyperkératosique au Maroc? Parce que vous n'avez pas l'ivermectine orale. Bah, battez-vous pour l'avoir. Non, pendant le Covid, il n'y avait pas besoin d'ivermectine. Oui. Ça n'a pas montré son intérêt. Aujourd'hui, alors, vous savez... Enfin, l'ivermectine, c'est un médicament dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Je crois que ça fait partie de cela en dermatologie, pour traiter la gale notamment. C'est très cher. Non, c'est pas cher du tout. Oui, ça coûte rien, l'ivermectine. Il y en a en Afrique subsaharienne, il y en a en Europe. Il n'y en a juste pas au Maroc. Et non, ça, à mon avis, c'est assez simple de l'avoir. Alors, l'ivermectine, Péros, n'est pas indiqué avant 15 kg. Mais... aujourd'hui, il y a eu des revues systématiques de la littérature, des grandes cohortes d'enfants de moins de 15 kg. Quand nous n'avions plus de traitement local, il y a quelques années, l'ascabiol il y avait des ruptures de stock, enfin des ruptures d'un des produits, d'un des constituants de l'ascabiol. Nous avons utilisé l'ivermectine chez le petit enfant, ce qui nous a permis de faire une grande cohorte française, coordonnée par Franck Boralévi à Bordeaux, qui montrait qu'il n'y avait aucun problème de tolérance. Et maintenant, on a des revues systématiques de littérature sur des milliers d'enfants, aucun problème de tolérance. Donc, il va bientôt y avoir des recommandations françaises qui vont sortir, disant que dans certains cas, on peut utiliser l'ivermectine chez le petit enfant. Et c'est assez simple à utiliser. L'ivermectine, c'est 200 microgrammes kilo. En fait, c'est un comprimé pour 15 kilos. Pour simplifier. Ce qu'on fait, c'est cet enfant-là pesait 5 kg, 4 kg et quelques, donc on a pris une dose 5 kg. C'est très simple, on dissout le comprimé dans un volume donné de ce que vous voulez, orange, lait, eau, et vous prenez, vous faites une règle de 3, donc là vous prenez un tiers de la dose, et vous avez la dose d'ivermectine pour cet enfant. Et ce qui va être recommandé, c'est de faire J0, J3, J8, donc 3 doses au lieu des 2 habituelles, plus un traitement local. Avant qu'on ait l'ivermectine, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de l'ascabiol tous les jours, jusqu'à négativation des prélèvements parasitologiques. En fait, il en fallait 2 ou 3, parce que même si vous faites un prélèvement et qu'il est positif, ça ne veut pas dire que le sarcopte est vivant. Donc on prenait une marge, donc c'était des patients qu'on gardait pendant 1 semaine. Aujourd'hui, les patients restent 3 jours, on leur fait quand même l'ascabiol à l'hôpital. Non pas qu'ils ne pourraient pas le faire à la maison, chez les petits-enfants comme ça, c'est toujours difficile, mais c'est que bien souvent, ce sont des familles qui sont un peu en difficulté, tout le monde se gratte, donc il faut traiter l'enfant, traiter l'environnement, 3 jours, c'est compliqué, donc ça permet parfois de soulager les parents, de le garder 24, 48, 72 heures à l'hôpital pour vraiment faire des soins, et qu'eux puissent faire le traitement à domicile. On ne met jamais de dermocorticoïdes sur une gale. Jamais, jamais, jamais. Ça a montré qu'il y avait l'utilisation de dermocorticoïdes à la phase aiguë ou post-aiguë dans les 2-3 jours qui suivent l'initiation de la scabiole, c'est associé à une augmentation de la résistance au traitement, donc du risque de rechute.
Donc jamais de dermocorticoïdes, je finis juste. L'escabiole, ça marche très vite sur le prurite. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de mettre des dermocorticoïdes. Oui. Si on a un cas de dermatite atopique en poussée avec une gale. Ah ouais. Bon, on traite la gale, parce que c'est soit la gale qui donne qui déclenche la poussée. La question, c'est une poussée dermatite atopique avec une gale. Ben oui, c'est pas simple. Et alors là, vous pouvez tout à fait faire. Moi, ça me choque pas de faire 48 heures de dermocorticoïdes vraiment pour calmer l'enfant, et après traiter la gale. Mais ça, c'est pas bien codifié. C'est clairement pas codifié. Il faut éviter tant qu'on peut. C'est-à-dire que la gale, le dermocorticoïde fonctionne sur le prurite de la gale. Donc, ça peut être confortable pour l'enfant, pour les parents, hein, mais ça augmente le risque de rechute. Donc, il faut toujours trouver l'équilibre. Et ça augmente le risque de gale hyperkératosique. Donc, on évite au maximum. Après, si l'enfant est dans la souffrance, la priorité est de traiter la souffrance. Non, on ne dilue jamais la scabiole. Ben, bien sûr. Non, en fait, il n'y a que le visage qui n'est pas traité, parce qu'il n'y a pas de gale sur le visage, ni de l'enfant, ni de l'adulte. On le met sur le cuir chevelu, il n'y a aucun problème. La scabiole diluée n'a jamais montré qu'il était efficace. Hein. Non, pas la nouvelle formulation. L'ancienne formulation brûlait, mais pas la nouvelle formulation d'ascabiole, justement. Elle ne brûle plus. Donc on peut mettre de l'ascabiole. Chez le petit enfant, ça va être 6 à 12 heures. Ce n'est pas très bien codifié. Donc c'est moins long que chez un adulte, où on va mettre 24 heures et on va faire quasiment couche sur couche. Hein. Alors là aussi, vous avez autant de protocoles d'ascabiole que de dermatologues. Moi, quand j'ai fait mes études, là, on m'avait appris que c'était ascabiole, couche sur couche, sans laver la personne. Pendant 5 jours... je commence à sentir un peu quand même dans les chambres. Non, ils peuvent se doucher, il n'y a pas de problème, et puis on les relave. Alors on insiste aussi sous les ongles, on coupe surtout les ongles, et on insiste sur les ongles. Il était montré qu'il peut y avoir des nids à sarcoptes, entre guillemets, sous les ongles. Et comme on ne met pas forcément la scabiole sous l'ongle, ça peut être une source de récidive. Pensez aussi aux fauteuils de voiture. Alors, il y a moins de circulation, à part à Casa, au Maroc qu'en France, mais les gens passent volontiers 1 heure, 2 heures dans leur voiture par jour, donc plus que dans leur canapé. Pas tout le monde, mais on passe beaucoup de temps dans la voiture, donc il faut désinfecter les fauteuils de voiture, les fauteuils des enfants. Il faut vraiment traiter tout ça. Donc, comment ? Non. C'est bon la gale hyperkératosique ? Il ne faut pas prendre des insecticides, il faut prendre des acaricides. Voilà. Non, moi aussi, alors je ne le mets jamais sur l'ordonnance parce qu'on a la part, des choses comme ça qui coûtent la peau des fesses qui n'est pas remboursée, alors qu'on a du bégon, du fulmagore anti-acarien qui marche très très bien. Fulmagore ou bégon anti-acarien, ils vont au supermarché. Voilà, ben c'est ce qu'il faut. Hein, ça coûte beaucoup moins cher. Et comme il faut le faire à J0, J8, alors il y a aussi un vieux truc qui continue. Il faudrait désacaricider, il faudrait traiter tout le linge porté depuis 1 semaine. Vous faites ça ? Ah oui, comment vous faites ? Parce que le linge qui est porté depuis 1 semaine, il est sur la pile du linge qui n'était pas porté la semaine d'avant. Donc, mais tout le linge. Mais non, mais, oui, tout le linge. C'est ce qu'on leur fait, parce qu'ils reviennent nous voir plusieurs fois de suite. Alors après, on dit qu'il faut prendre tout et le mettre dans un... Ça, à mon avis, il ne faut surtout pas faire ça. Moi, ce que je fais, c'est que je mets le bégon dans la lingerie, dans le linge. Point barre. Vous ne pouvez pas prendre le linge de la semaine précédente. D'abord, moi, je ne sais jamais ce que j'ai mis 5 jours avant. Faut être une dame pour s'en souvenir, parce que c'est important, mais moi, je ne m'en souviens pas. Et le linge propre est mis sur le linge des 15 jours précédents. Donc, des gens qui pondent de telles recommandations sont des gens qui n'ont rien compris au quotidien. Donc moi, je leur demande le linge qui vient d'être porté, qui n'est pas lavé, de le laver. Alors 60 degrés, c'est pas possible, il n'y a rien qui ne se lave à 60 degrés. Comme on regarde les étiquettes, c'est 40 maximum. Donc il n'y a rien. Donc pareil, dire tout laver à 60 degrés, rien n'est lavable à 60 degrés. Donc déjà 40 degrés, je pense que le sarcopte, on prend un sacré coup. Et autrement, effectivement, c'est bégon dans un sac, et puis le lendemain, vous lavez. Hein, c'est pas 2 jours, c'est pas 1 journée, ça suffit. C'est simple, le sarcopte, c'est très sensible. Le bégon anti-acarien, pas le bégon pour les insectes qui volent, hein. L'anti-acarien. Alors celui-là aussi, je vous le montre parce que ça m'agace. Ça m'agace profondément. C'est un petit qui a eu une urticaire. Et pourquoi ça m'agace ? Parce que quand on me raconte l'histoire, Soluprède. Première poussée d'urticaire, Soluprède. Le Soluprède, ça marche 8 heures. Donc l'urgentiste, qu'est-ce qu'il fait ? Il met le Soluprède, comme ça il est tranquille. Au bout d'1 demi-heure, 3/4 d'heure, il n'y a plus rien. Rentrez à la maison.
Non, le soluprète, ça ne sert à rien, je vous mets sous antihistaminique. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il rechute, dès qu'il rentre chez lui, et en général c'est plutôt le soir, il va refaire une poussée d'urticaire. Donc je vous rappelle que le traitement, donc ça c'est ma réponse, un peu agacée, pas contre la personne, puisque c'était un pédiatre de ville qui reçoit l'enfant. Bon, je lui dis, l'aspect c'est toujours celui d'une urticaire aiguë, parce que dans son mot que je ne vous ai pas laissé lire, c'est urticaire généralisée. L'urticaire est toujours généralisée. Elle n'est pas géante. Une urticaire, c'est une éruption aiguë, fugace, extrêmement prurigineuse qui va toucher tout le corps. Donc elle n'est ni généralisée. Ce qui est plus choquant, c'est quand elle est localisée. Et là, on le précise. Une urticaire de contact, par exemple, peut être localisée. Mais l'urticaire, elle est toujours généralisée. Donc ça ne sert à rien de le préciser. Et ça se traite par antihistaminique, point barre. Et l'intérêt des antihistaminiques, c'est de calmer le prurite. C'est pas très bon sur l'inflammation de l'urticaire, c'est le prurite. Ce qu'on veut, c'est que de toute façon, ça va rentrer dans l'ordre tout seul. Donc, qu'il reste que quelques plaques après antihistaminique, ça pose pas de problème. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ne se gratte plus. Et vous le faites pendant une semaine, 15 jours. Et vous doublez, vous triplez la dose, il n'y a aucun problème. Moi, une fois sur deux, j'ai le pharmacien qui m'appelle, mais c'est pas grave. Vous pouvez lui répondre. Mais vous mettez 2 fois, 3 fois la dose habituelle. Pour un enfant, nous on dit avant le CP, c'est une demi-cuillère mesure d'ARU sirop, vous leur mettez 3 par jour, vous êtes tranquille. Il va bien dormir, les parents aussi, puisque ça c'est important. Quand ils viennent aux urgences la nuit, c'est parce qu'eux ne dorment plus, c'est pas parce que l'enfant ne dort pas, évidemment. Et une urticaire aiguë, c'est pas allergique. C'est urticaire récidivante où on va se poser des problèmes. Une urticaire aiguë, c'est le plus souvent viral, c'est exceptionnellement médicamenteux, mais c'est surtout viral chez l'enfant, donc pas de bilan. Si l'enfant vient de prendre des fraises et qu'il fait brutalement une urticaire, est-ce que le bilan allergologique est justifié? Non, il est allergique aux fraises, point barre. Donc il faut arrêter. Alors, dans l'histoire aussi, lors d'un passage aux urgences présentes, ils avaient prescrit de l'anapène, de l'adrénaline pour une urticaire. Une urticaire n'évolue jamais vers un choc anaphylactique. Jamais. Ce sont 2 pathologies de la même famille, mais avec des présentations tout à fait différentes. Parce qu'ils n'ont rien compris. Uniquement, pourquoi est-ce que des dermatologues... Non, ce ne sont jamais des dermatologues qui mettent des dermocorticoïdes, jamais. Des pédiatres, oui. Jamais des dermatologues. Non, alors, il arrive, on a certaines urticaires. Les urticaires, on a des urticaires de contact, par exemple. Donc là, c'est moins choquant. On a aussi d'autres types d'urticaires, ce qu'on appelle des urticaires neutrophiliques, qui sont des urticaires beaucoup plus fixes, beaucoup plus résistantes, et pour lesquelles les antihistaminiques ne fonctionnent pas. Donc parfois, on essaye les dermocorticoïdes, mais sur une urticaire aiguë, ça ne marche pas. Ou alors, ça marche très bien. Mais comme l'urticaire, de toute façon, elle est fugace, ce n'est pas le dermocorticoïde qui a fonctionné, c'est juste l'évolution de l'urticaire. Donc non, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est juste pour vous montrer ce que j'aimais. Ça, je l'ai vu, c'est une évaluation de ce mois-ci aussi. Je trouvais le gamin adorable. Comme quoi l'urticaire, ça ne traumatise pas l'enfant. Il était plutôt cool. Il avait des yeux souriants. Il était vraiment à l'aise. Et ça, c'est juste pour vous illustrer l'urticaire, je vous rappelle, du petit enfant qui est cocardiforme, qui est contusiforme. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un œdème aigu hémorragique du nourrisson. C'est juste une urticaire que les Américains appelaient urticaire polymorphe. C'est juste l'aspect sémiologique classique de l'enfant. Autour des bulles. Non, ce n'est pas un érythème polymorphe. On va y revenir. Non, rien à voir. C'est cocardiforme, ce n'est pas une cocarde. Mais rien à voir. Non mais franchement, on ne va pas commencer à m'énerver. Adrien. Donc lui, je l'ai vu récemment. Je l'ai vu en janvier. Donc il vient pour des bulles du visage. Vous voyez une très jolie bulle. Ah, alors là encore, ça bug. Très jolie bulle sur l'oreille, ici. Alors, les sémiologistes fins vont dire que c'est plus une vésicule vu la taille. Oui, mais dans l'esprit, c'est une bulle. Et c'est le 3e épisode qu'il fait, en fait. Les premiers, c'était au printemps 2021. Deuxième, c'était l'été précédent, et résolutive à chaque fois, une 15 jours, 3 semaines. Et là, il rechute en janvier. Alors, il faisait froid en janvier, mais on avait beaucoup de soleil. Parce que je vous rappelle que nous n'avons plus de pluie qui arrive ce week-end depuis plus d'1 mois, et c'est une catastrophe chez nous. Vous êtes un peu plus habitués que nous à ce genre de situation. Est-ce que vous avez une idée? Impétigo, piqûre d'insectes, impétigénisation. Alors, à chaque fois, c'est déclenché par l'exposition solaire sur des zones photo-exposées. Donc, on est sur une photodermatose. Ça saute là. On est sur une photodermatose. Donc lupus, on lui a quand même fait un bilan de lupus qui est négatif. Mais ce n'est pas l'âge du lupus, ce n'est pas l'aspect du lupus, c'est pourquoi ça récidiverait pendant 2 ans comme ça.
Non, c'est ce qu'on appelle un hydroa vacciniforme. Donc parmi les photodermatoses dites idiopathiques, on a les lucites essentiellement, estivales bénignes, hivernales bénignes, qui est beaucoup plus rare, les lucites polymorphes, et on a chez le petit enfant l'hydroa vacciniforme. C'est une maladie finalement qu'on ne connaît pas trop bien, et surtout qui est très très difficile à traiter. D'abord, en fait, qui ne se traite pas. Donc ça rentre dans le cadre des photodermatoses, hein, ce sont des lésions prurigineuses, voire douloureuses. Ça peut faire très très mal sur les zones photo-exposées, donc ça peut toucher les avant-bras en plus du visage, et ça peut évoluer vers des cicatrices extrêmement affichantes. Alors hier soir, à la soirée, quelqu'un dit « c'est pas grave chez un garçon ». C'était qui était là, cette personne qui a dit « chez un garçon, c'est pas grave d'avoir des cicatrices sur le visage, ça fait viril ». Ouais, bah bravo, hein. Bravo. Non, chez un garçon aussi, on a le droit, et oui, et le professeur Mokhtari, non, pas de cicatrice à 6 ans. Quand j'ai dit à la maman, on va le traiter pour éviter qu'il ait des cicatrices, elle a quasiment pleuré, la maman. Hein. C'est son fils unique en plus. Donc pas de signes, pas de symptômes systémiques. Donc on va éliminer les autres photodermatoses, non pas idiopathiques, mais qu'on connaît, immunologiques ou métaboliques, comme le lupus ou la porphyrie. Et ça débute dans l'enfance et ça régresse à l'adolescence. Alors on a des formes qui ne sont pas pédiatriques, qui seraient liées à l'EBV avec un risque de lymphome. On n'est pas dans ce cadre-là ici. Alors le traitement, prévention UVA, mais prévention lumière blanche aussi. Et là on n'est pas bon du tout. Parce que vous savez que les produits de protection solaire vont surtout protéger des UVB, hein, mais on est moins bon sur les UVA. Donc c'est vraiment une prévention forte, et la maman m'a rappelé encore récemment, et il a refait une autre poussée. Donc là, je l'ai traité par dermocorticoïdes, parce qu'en dermato, quand on ne sait pas quoi faire, on met des dermocorticoïdes, et ça marche souvent d'ailleurs. Mais on n'est vraiment pas très très bon sur la prévention, et il n'y a pas grand-chose. Le plaquenil, par exemple, qu'on utilise dans beaucoup de photodermatoses, ne fonctionne pas dans l'hydroa vacciniforme. Donc on est vraiment un peu pauvre en thérapeutique. Bon, ça reste rare. Là aussi, quelque chose de rare, mais là, je n'ai pas été à l'aise, hein, je vous avoue. On m'appelle aux urgences pédiatriques, et la pédiatre me dit « mais ça décolle, là, ça décolle, ça ne va pas, ça décolle de minute en minute ». Je ne connais pas de dermatose qui décolle de minute en minute. La gueule, ça décolle sur 10 jours. Qu'est-ce qui peut décoller comme ça? L'enfant, il n'avait pas de fièvre, il était grognon, mais il n'était pas douloureux, il était dans les bras de sa maman parce qu'il y avait 15 médecins qui étaient déjà passés, mais ce n'était pas un enfant qui était douloureux, comme on peut le voir dans certaines dermatoses, comme la nécrolyse épidermique staphylococcique, par exemple. Mais pas de fièvre, et il décolle. Oui, oui. Ouais. On n'a pas d'AMF pour les petits nourrissons. En France non plus. Alors, l'urticaire chez un bébé de 6 mois. Eh ben, on lui met de l'Aerius quand même. Mais non, mais on n'a pas de médicaments chez les petits-enfants. Dans plein de maladies, on n'a pas de médicaments. Donc on fait des extensions par habitude. Et ce sont des médicaments qui sont extrêmement bien tolérés. Donc il n'y a pas de souci. On peut mettre des antihistaminiques en sirop chez le petit enfant. Mais on n'a pas de solution, on n'a pas d'autre alternative de toute façon. Dans les années 90, il y avait des Américains qui disaient des antihistaminiques pour ceux qui étaient nourrissants. Non, c'était sur les antihistaminiques historiques. Le Telfast, c'est pas le Telfast, c'est le... non, pas le Primélan. On avait des antihistaminiques qui allongeaient le QT. Mais pas avec les nouvelles générations, on n'a pas ce souci. Seul qui pourrait poser un problème, c'est le Telfast. Je ne sais pas s'il est disponible au Maroc, qu'on utilise très très peu, qui est une ancienne génération améliorée, mais pour lequel il y a quand même un doute. N'hésitez pas. Hein. Non, alors, l'urticaire des paupières et des lèvres est toujours très angoissant. Il faut comprendre qu'au niveau du visage, le tissu est extrêmement lâche. C'est pas comme le reste de la peau. Donc, si on a une plaque d'urticaire au niveau des paupières, ça va tout de suite gonfler. Ça va mettre du temps à disparaître. Mais ce n'est pas un angioœdème. L'angioœdème, c'est un œdème laryngé. C'est la même chose au niveau des lèvres. Hein. Donc, faut pas s'inquiéter plus. Alors, c'est vrai qu'un gros œdème de lèvres, on est toujours inquiété. Ça fait partie peut-être des rares fois où moi, ça m'arrive de mettre des corticoïdes en cure très courte, mais on ne fait jamais de corticoïdes, genre 3 jours et puis arrêt brutal. C'est une corticothérapie qu'on va diminuer sur 3-4 jours. Oui, s'il vous plaît.
Une dermatite atopique qui se infecte par un herpès, c'est un kaposi. Est-ce que la varicelle, sur une dermatite atopique, on peut l'appeler un kaposi? Est-ce que c'est la même conduite à tenir? Non, alors le Kaposi Julius-Berg. Le Kaposi, c'est une autre maladie. Un herpès sur une dermatite atopique, ce n'est pas toujours un Kaposi Julius-Berg. Un Kaposi Julius-Berg, c'est un herpès avec virémie. L'enfant a 39-40. Hein, c'est rare, en fait, c'est très très rare. Ce qu'on va surtout observer sont des herpès un peu extensifs sur dermatite atopique, où il n'y a pas de virémie. Il me semble que c'est une contamination de proche en proche. Donc là, c'est traitement systémique par Zovirax. Hein. Dans les deux cas, on ne prend pas de risque, c'est Zovirax intraveineux. Le reste de la question, c'était ? Pour la varicelle sur dermatite atopique. Alors, il semble qu'il n'y ait pas de souci. Je dis bien il semble, parce que je pense qu'on a tous observé des varicelles très profuses chez des enfants atopiques, ou des varicelles avec des lésions de varicelles beaucoup plus profuses sur des zones de dermatite atopique. Mais ça ne donne pas de Kaposi Julius-Berg stricto sensu. En principe, la varicelle. Alors, quand vous faites la littérature, vous trouvez toujours un ou deux cas où les gens baptisent ça Kaposi Julius-Berg, parce que l'enfant a 42 températures, comme dans toute varicelle, parce que l'enfant n'est pas bien, comme dans certaines varicelles. Donc non, pour moi, le Kaposi Julius-Berg n'est pas lié à la varicelle. C'est vraiment une maladie herpétique. Bon, la variole donnait des Kaposi Julius-Berg aussi, hein, mais c'est surtout l'herpès et la vaccine qui donnait des Kaposi Julius-Berg. Merci. Pourquoi on ne fait pas le vaccin de la varicelle en France? Parce que la varicelle est immunisante, et on fait le vaccin de la varicelle, mais pas chez le petit enfant. On le fait chez le grand enfant qui n'a pas fait la varicelle. Et moi, une fois, on l'a fait en urgence. J'avais 2 internes qui n'avaient pas fait la varicelle, et on reçoit une varicelle dans le service. Donc là, on l'a fait en urgence. On l'a fait en cas aussi de mise en place d'un traitement immunosuppresseur, en principe. Donc on a quelques indications. La femme enceinte qui n'a pas fait la varicelle, on va lui proposer la vaccination. Donc on l'a fait quand même, mais dans des indications réservées. La varicelle, c'est en principe, si on a le temps, ce qui n'est pas gagné. Une fille de 11 ans, sans antécédent, qui fait depuis l'âge de 2 ans, un herpès récidivant au niveau de l'angle interne de l'œil. Des fois à droite, des fois à gauche. Et chaque fois, elle est traitée par la cyclovir oralo locale. Et avec le temps, la maman, elle rapporte que les lésions, ils sont atténuées et elle fait des récidives dans un délai de 15 jours à 2 mois. Alors, il y a deux points importants. Le premier, c'est qu'il faut faire un traitement préventif. Et c'est du Zovirax ou du Zélitrex au long cours. Là. Avant 12 ans, on peut donner une prophylaxie ? Bien sûr. Il n'y a aucun problème. Hein. On peut le faire au long cours. En général, on part pour une cure de 6 mois, on réévalue. Et on peut faire même plus longtemps. Hein. Il y a des gens qu'on laisse des années sous Zovirax, sous Zélitrex en préventif. Et le deuxième point, c'est se poser la question d'un déficit immunitaire. Et alors, on ne le trouve jamais quand c'est un herpès isolé. Il y a probablement un déficit immunitaire congénital, mais qui n'est pas identifié d'un point de vue génétique. Alors, ça marche, oui, mais est-ce que j'ai la main avec... Non, par contre, je n'ai plus la main. C'est rechercher un déficit immunitaire. Donc ça, c'est surtout sur le questionnaire, c'est est-ce qu'il fait des infections ORL à répétition, est-ce qu'il y a des virus Pas d'autres infections. S'il n'y a pas d'autres infections, on peut faire un bilan, mais il est toujours négatif. Hein. Donc, faites-le une fois, au moins une numération, des dosages d'immunoglobulines. Certains font les sérologies vaccinales, mais en pratique, c'est toujours négatif. Donc, moi, je dirais surtout, c'est la prévention qui va être importante. Donc, l'hydrovaciniforme, bon, c'était juste ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, voilà, Arthur, 10 mois. Et donc, la veille, il n'avait rien, il n'a pas de fièvre. Il est bien, sauf qu'il décolle, vous voyez, partout. Voilà. Bon. Donc, c'est une mastocytose cutanée diffuse. Alors, c'est rarissime, hein, rassurez-vous. Ce que vous allez voir surtout sont des mastocytomes bulleux, Ce sont des formes localisées de mastocytose. Ce qu'on voit quand même, c'est, alors on ne le voit pas très bien ici, c'est le caractère très papuleux de la zone périlésionnelle. Et en fait, c'est un équivalent de signe de Darrier, c'est-à-dire une activation des mastocytes qui donne cet aspect pseudo-tumoral pratiquement de la peau. Et donc, il va y avoir un décollement très très rapide. La peau antérieurement peut être normale, il y a eu des cas érythrodermiques, mais là la peau était considérée comme strictement normale avant cette éruption.
Et ce qui est particulier, c'est cet aspect un peu velouté de la peau en périlésionnel, légèrement orangé, hein, qui doit vous le faire suspecter si vous en observez. Pour moi, il n'y a pas d'autre dermatose. Un enfant qui va bien, brutalement décolle et décolle de minute en minute, hors brûlure, hors phénomène externe. On a un signe de Darrier, c'est-à-dire qu'on frotte sa bulle, mais vous ne le faites pas là. Il est bullacé. Hein, n'en rajoutez pas une couche, s'il vous plaît. Et ils peuvent avoir, c'est une décharge d'histamine, mais pourquoi c'est hémorragique? Parce que dans les mastocytes, on a aussi des héparines ou analogues de l'héparine, donc c'est un décollement qui va être hémorragique et diffus. Donc là, c'est transfert réa. L'enfant peut faire un état de choc. Ça peut, dans Necker, c'était le 3e cas qu'on a géré avec Necker. Une fois, ils ont eu besoin d'adrénaline, l'enfant était vraiment pas bien. Ils ont utilisé du Glivec pour contrôler la mastocytose. Lui a eu besoin juste d'antihistaminiques, de corticoïdes, et c'est rentré dans l'ordre. Et ça disparaît avec le temps. Donc c'est une forme très sévère de l'enfant, heureusement rarissime. Il n'y en a pas d'évident. Il n'y en a pas d'évident. On ne sait pas trop, alors ça reste un phénomène très rare, donc il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet, c'est partie des mastocytoses de l'enfant. Mélanie, 15 ans, elle vient aux urgences, contexte familial compliqué, enfant un peu difficile à gérer. Sur une semaine, fièvre, altération de l'état général, éruption. Et on est dans les bulles. Hein, vous voyez la bulle sur l'oreille. Alors, alors celui-là, ça ne marche pas. On voit ici. On voit ici une bulle. Alors, je vous aide un peu. Il faisait beau. Ça vous aide? On est dans une photo, une dermatose avec... Alors, il y a une petite... alors, ça ne rend pas bien sur les photos. Il y avait une petite atteinte érosive endobuccale. Un lupus, ouais. Mais quelle forme de lupus? Allez, je vous aide. Je suis généreux. Cutané. Alors, il y a quand même 39. La biologie, transaminase à 8 fois la normale, amylase à 2 fois la normale. CRP pas tellement élevé, grand syndrome inflammatoire quand même, lymphopénique, thrombopénique. Donc on n'est pas que cutané, on est systémique. Mais elle est plus loin, elle est particulière ce lupus. Vous voyez les mains, là on a vraiment l'impression de cocarde. C'est ce qu'on appelle... Voilà, alors c'est un syndrome, ce qu'on appelle un syndrome de Rowell, qui est très discuté en dermatologie. Certains pensent que ça n'existe pas. Moi, je suis convaincu que ça existe parce que pour moi, ça, c'est un syndrome de Rowell. Et j'ai observé essentiellement chez des adolescents, 3 adolescents, à chaque fois le même tableau un peu dramatique, pseudo-érythème polymorphe, de la fièvre, une atteinte multisystémique. Alors, elle, en partie, ce qui était particulier, c'est qu'elle avait en plus une atteinte bulleuse, probablement liée à l'exposition solaire. Donc, comment vous faites? Vous la traitez par corticoïdes. Simple, hein. Mais là par voie générale, hein. Pas par dermocorticoïde pour une fois. Donc voilà une autre cause de photodermatose bulleuse, rare aussi. Hein. Oui, elle avait les facteurs antinucléaires au plafond, le complément effondré, elle avait un vrai tableau de lupus systémique. Et donc le Rowell, c'est le plus systémique plus tableau d'érythème polymorphe. Ce n'est pas un vrai érythème polymorphe, hein, c'est un tableau d'érythème polymorphe. Je suis désolé, il y a un petit décalage entre le moment où je tape. Ça, c'est toujours Mohamed Demdoun de Guémard qui m'adresse ce cas-là, le 20 novembre, donc assez récemment. Vous voyez, une fillette de 9 ans, altération de l'état général. Et en fait, l'histoire, c'est qu'elle avait fait un tableau viral, elle a mis sous augmentin quelques jours avant, et évolution dramatique. Pas de fièvre. Le visage, vous voyez, a l'air épargné au début. Toxidermie ou amoxicilline, oui. Alors, moi, voilà ma réponse. Ouais, j'ai argumenté et tout, des vraies réponses. Hein. C'est pas juste, c'est ci, c'est ça. Et donc, ce que je lui dis, c'est soit un Steven Johnson médicamenteux, parce que sur les premières photos, elle ne décollait pas tant que ça, finalement, ou un érythème polymorphe post-infectieux. Et dans ma réponse, je prends position en lui disant, je trouve que c'est plutôt post-infectieux. Pourquoi? Parce que pas de fièvre, pas d'atteinte des muqueuses, évidente sur les photos, pas de syndrome inflammatoire, visage relativement épargné au début. Et donc, un Lyell médicamenteux, c'est 40 de température, une atteinte muqueuse épouvantable, et il va décoller de façon descendante. Le temps que je lui réponde, je lui ai répondu rapidement pourtant. Merci de me tenir au courant. En fait, elle se dégrade,
et elle va, là, cette fois, elle est hospitalisée. Et là, il y a toujours deux hypothèses, le post-infectieux et le médicamenteux. Si c'est médicamenteux, le pronostic, il est comment? Il est épouvantable. Elle est morte. J'exagère à peine. Là, elle est à 70% de décollement cutané, et bien plus, parce que vous voyez que les jambes décollent. Donc on est à près de 100% de décollement. Un Lyell médicamenteux, 100% de décollement, c'est 100% de décès. Parce qu'on a un décollement endobronchique, endo-œsophagien, on ne peut pas réanimer ces enfants. Et cet enfant a une évolution favorable. Donc pour moi, rétrospectivement, on est plus, là encore, sur un syndrome, sur un érythème polymorphe majeur post-infectieux, qui est de bien meilleur pronostic qu'un Lyell médicamenteux. Mais personne, alors moi je lui déconseille quand même de réintroduire l'amoxicilline. Parce que personne ne prend, je n'aurais pas le courage de le réintroduire. Ou une pénicilline, oui. Après, un médicament laboratoire que je ne dirais pas son nom, qui nous a mis des sulfamides à notre disposition, et on commençait à avoir plus de l'AIL mort que par la méningite, parce qu'on avait une épidémie de méningite en 67. Et c'était ce médicament qui me tuait plus. Ouais. Et là, on l'a arrêté. Les sulfamides sont des grands pourvoyeurs de l'AIL, et on en a vu beaucoup à la période du sida, hein, où les jeunes mouraient de l'aiolobactrim. Hein, et depuis que le sida est contrôlé, on n'a quasiment plus de l'aiolobactrim. Hein, donc il faut sans doute un cofacteur pour faire un Lyell médicamenteux. Donc là, malheureusement, je n'ai pas eu les conclusions. J'ai demandé à Mohamed des informations. Tout est rentré dans l'ordre. Donc, rétrospectivement, il y avait des signes plutôt en faveur d'un érythème polymorphe post-infectieux que pour un vrai Lyell médicamenteux. Donc, juste un rappel sur le vrai érythème polymorphe, celui que vous allez observer au quotidien. Hein, le signe, c'est la cocarde. C'est trois cercles concentriques. Et là, 3. Qui a dit 2? Ah bon? Parce qu'on ne va pas me contrarier en plus. Donc, 3 cercles concentriques. Alors, on voit mieux ici. Vous avez la zone centrale où on a une nécrose kératinocytaire, donc ça peut être bulleux, mais souvent c'est juste un peu pigmenté. On a une zone papuleuse périphérique, et tout en périphérie, on a un petit érythème inflammatoire. Donc ça, c'est la vraie cocarde. Et là, on est toujours, et quand je dis toujours, c'est toujours post-infectieux. Sauf pour le mycoplasme où on est en père-infectieux, c'est pendant l'infection qu'on va l'avoir. Donc là, on va passer rapidement dessus parce qu'on ne va pas pouvoir avancer. J'ai jusqu'à quelle heure? Oui, mais la navette, elle part à 10 heures. Non. Il n'y a pas de souci. OK. Donc l'érythème polymorphe, il peut être muqueux ou cutané. On peut avoir, je vais vous montrer des photos, hein. Il peut être que muqueux ou que cutané. Le plus souvent, il est que cutané et peu sévère, avec quelques cocardes, un peu diffuses. Et on est en post-infectieux. En général, ce n'est pas fébrile, donc comme l'observation que je vous ai montrée. On peut avoir des arthralgies à la phase aiguë, mais c'est probablement inflammatoire lié à l'infection. Et chez l'enfant, c'est essentiellement le mycoplasme. Donc vous avez un enfant qui a un érythème polymorphe, vous posez une question, est-ce que l'enfant tousse? S'il tousse, vous le mettez sous macrolide 15 jours. Si vous avez le temps de faire la radio, c'est super. Si vous pouvez faire une PCR mycoplasme, c'est encore mieux. Si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, parce que de toute façon, ça ne changera pas la prise en charge, vous le mettez sous antibiotiques pendant 15 jours. J'ai des collègues qui vont mettre, en cas d'épisode d'herpès 15 jours avant, un traitement antiherpétique. Je ne vois pas l'intérêt, puisque l'herpès est guéri. Hein, après, c'est une discussion entre spécialistes, mais franchement, je pense que ça n'a aucun intérêt quand c'est post-herpétique. Et ça guérit tout seul en 2 à 3 semaines. Donc le traitement est purement symptomatique. Méfiez-vous, en cas d'atteinte ophtalmologique, en cas d'atteinte génitale, on peut avoir des synéchies qui peuvent entraîner au niveau des yeux une cécité. On peut avoir, moi j'avais un enfant qui avait une synéchie au niveau labial, donc ça s'opère. Donc il faut être vigilant. Donc prise en charge, c'est purement symptomatique. Donc voilà des... Alors là, c'était un article qu'on avait fait avec une de mes internes il y a maintenant quelques années dans les archives de pédiatrie. Sur l'érythème polymorphe, on avait rapporté tout ce qui... Alors c'est illisible, mais c'est pas grave. Tout ce qui avait été associé à l'érythème polymorphe. C'est-à-dire à peu près tous les virus, certaines bactéries, tous les vaccins chronologiquement ont été liés à des érythèmes polymorphes. Et récemment, on a rapporté un cas d'érythème polymorphe post-Covid. Donc tous les virus, finalement, peuvent entraîner des érythèmes polymorphes. Et là, c'est un cas de mycoplasme que j'aime bien rapporter parce que le précédent... c'est un diagnostic
j'aime bien le raconter parce qu'on m'avait appelé, vous savez, les pédiatres, les parents réagissent avant le week-end. Il y a des angoisses pré-week-end. Alors les dermatologues passent des bons week-ends, autrement, contrairement aux pédiatres. On m'appelle à 17h55, mais authentique. Je mettais ma veste, on m'appelle à 17h55, et je dis au pédiatre, ok, mais je monte avec ma veste parce que là, je m'en vais derrière. 5 minutes, le diagnostic était fait. Non. Cliniquement, c'est un érythème polymorphe. Vous voyez des très très belles cocardes sur la joue, il en avait d'autres sur le corps. Je demande à la maman, ils toussent. Je dis à la pédiatre, tu l'hospitalises, tu mets du mycoplasme, de la josacine, tu mets une sonde nasogastrique parce qu'il ne pouvait plus manger, et on réévalue tranquillement lundi, antalgique. Donc c'est vraiment, finalement, assez simple à gérer, un érythème polymorphe. Enfin, pour moi. Après, pour vous, c'est un autre problème. Alors, on a un polymorphisme lésionnel quand même, on a la forme classique, mais on a des formes très, très inflammatoires, comme la deuxième forme à droite. On a des formes, à droite pour vous, oui, à votre droite. On a des formes purement muqueuses, on a des formes qui sont que bulleuses, on a des formes extrêmement inflammatoires et bulleuses, comme à gauche. Vous voyez, on a vraiment un relatif polymorphisme lésionnel, et c'est la raison pour laquelle moi, je voulais rédiger cet article, en disant il y a l'érythème polymorphe classique et un polymorphisme lésionnel, il faut être vigilant. On va retrouver toujours quand même la nécrose kératinocytaire. Juste, là pour vous sensibiliser, alors là, je vais passer par là, excusez-moi. Là, vous voyez ici, par exemple, une petite nécrose. Ici, une petite nécrose. Là aussi, là aussi. Et cet enfant, je l'avais hospitalisé, il venait d'assez loin. On l'avait hospitalisé pour une suspicion de syndrome de Sweet, qui est une dermatose neutrophilique, 39-40 de température et un Sweet profus. Donc, c'était l'équipe de Nevers qui ne se sentait pas à l'aise pour le gérer. En fait, en arrivant, on a fait le diagnostic d'érythème polymorphe sur la clinique, qui a été confirmé par l'histologie. On a quand même fait une histologie en urgence là, pour pas être sur parce qu'on peut avoir des Sweet bulleux. Donc ça devient compliqué. Entre le Sweet bulleux et l'érythème polymorphe, très inflammatoire et peu bulleux, c'est compliqué. Donc juste un mot sur l'aïeul médicamenteux. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, ce n'était pas un l'aïeul, l'autre enfant. On admet que 100% de décollé, c'est 100% de décès. Et donc début à l'extrémité céphalique. Voilà des l'aïeuls médicamenteux chez les enfants. À droite, c'était un adulte pour vous montrer vraiment l'aspect en linge mouillé, mais qu'on observait chez la petite de tout à l'heure. Donc des diagnostics différentiels, on l'a vu sur l'urticaire aiguë du nourrisson tout à l'heure. Vous m'avez dit que ce sont des cocardes. Non, c'est cocardiforme. On retrouve la sémiologie de l'urticaire, c'est-à-dire des lésions aiguës, fugaces, prurigineux, évoluant quasiment de minute en minute, avec par contre chez le petit enfant cet aspect cocardiforme et contusiforme. Donc on se trompe, enfin on se trompe, non, avec l'habitude on ne se trompe pas, mais pensez-y. La maladie de Kawasaki peut donner aussi un tableau d'érythème polymorphe avec un aspect vraiment cocardiforme, mais on retrouve les signes du Kawasaki. Après, c'est très compliqué de faire la différence entre un érythème polymorphe fébrile, avec atteinte muqueuse, et un Kawasaki. Parce que l'érythème polymorphe fébrile va avoir l'atteinte muqueuse, va avoir l'éruption, va avoir l'atteinte des paumes, peut avoir des ganglions, peut avoir de la fièvre pendant quelques jours. Donc parfois c'est un peu compliqué, dans le doute, le danger c'est surtout le Kawasaki. Donc il ne faut pas hésiter à traiter dans ce cas-là. Et on a vu le syndrome de Rowell qui peut donner des cocardes aussi. Bon, rapidement, d'autres bulles, les épidermolyses bulleuses, qui en Europe sont rares. Hier, il y avait une présentation de Tunisiens qui disaient que c'était fréquent chez eux, chez nous, c'est assez rare. Bon, des acnés, ça peut arriver aux urgences. Voici 2 belles observations. Benjamin, 15 ans, depuis 7 jours, polyarthralgie, fièvre. Pas bien, Un peu catastrophique. Et donc, en reprenant l'histoire, il avait une acné sévère, traitée par isotrétinoïne 0,5 mg/kg, dose normale. Maintenant, je commence de plus en plus doucement, notamment du fait de ce genre d'observation. Et vers J15, début des symptômes. C'est souvent vers J15 qu'on a une poussée inflammatoire de l'acné sous isotrétinoïne. Donc, c'est normal de s'aggraver un peu à J15. Mais là, il s'aggrave de façon un peu catastrophique quand même. Son dermatologue diminue l'isotrétinoïne à 0,25 mg/kg sans lui donner pour l'instant de corticoïdes. Il arrive dans cet état-là, 39 de température, lombalgie, douleur des épaules, syndrome inflammatoire biologique avec une CRP à 100. Quelle est votre hypothèse? Là, il n'y a pas la diapo suivante. C'est difficile. Allez, je vous aide. Donc, c'est un SAPHO.
On l'a étiqueté SAPHO. Certains vont appeler ça une acné conglobata avec atteinte articulaire. D'autres, comme moi par exemple, je pense plutôt que c'est une maladie de Verneuil avec spondylarthrite ankylosante. Et il y a des observations qui ne sont pas rares, et moi j'en ai vu 4 ou 5 comme ça, d'enfants qui ont une acné sévère. On débute peut-être un peu fort l'isotrétinoïde, et ils font des poussées dramatiques d'acné avec polyarthralgie, fièvre. Donc la priorité, c'est d'arrêter l'isotrétinoïde. Tout de suite, corticoïde. Mettez pleine dose, 1 mg/kg. Là, il faut vraiment sauver la peau de l'enfant, même si pour certaines personnes, c'est important qu'un adolescent ait la peau burinée, ça lui donne un aspect viril. Moi, je suis contre. Non, ce sont des enfants qui ont une peau qui est extrêmement abîmée après. Et ils vont avoir des symptômes articulaires. Et les 3 derniers enfants que j'ai sont actuellement sous anti-TNF-alpha. C'est-à-dire qu'on les a mis sous corticoïdes, sous antibiotiques, parce qu'on ne peut pas éliminer une sans infection. On a essayé de réintroduire à dose filée l'isotrétionine, on n'y arrive pas. Et donc, on les a mis sous anti-TNF-alpha, ce qui permet de contrôler l'atteinte acnéiforme. Est-ce que c'est un Verneuil? Pour moi, maintenant, je pense que dans les années à venir, on va classer ça comme Verneuil, et que l'acné conglobata va disparaître de notre vocabulaire. C'est vraiment une acné très très particulière avec une atteinte cervicale. Il n'est pas rare qu'ils aient des lésions à distance. J'en avais qui avaient des nodules sur les bras. Une acné ne donne pas des nodules sur les bras. Et ils ont volontiers des atteintes articulaires lorsqu'il y a une poussée inflammatoire. J'en ai eu avec atteinte sternale, c'est pour ça qu'on parle plutôt de SAPHO. Lui avait une spondylarthrite en fait, avec une sacroïlite extrêmement importante qui expliquait les lombalgies. Et donc, corticoïdes pour calmer la poussée, on essaie de retraiter. Si on n'y arrive pas, on switch vers les anti-TNF-alpha. Hein? Ah oui, c'est par voie générale. Hein. C'est 1 mg/kg par voie générale. Et on arrête quand c'est calmé. Hein. On commence à diminuer quand c'est calmé. Et en général, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de diminuer les corticoïdes tout en réintroduisant très progressivement l'isotrétinoïne. Et éventuellement, sous couverture antibiotique, surtout pas des cyclines, évidemment, soit de l'augmentin, soit de la piostacine sur 1 mois ou 2. Hein. Ça, ce n'est pas très standardisé. Je ne sais pas si on va arriver à standardiser cette prise en charge. Mais aujourd'hui, je pense que rapidement, on va switcher vers les anti-TNF-alpha. Ce sont des formes dramatiques. Alors, juste... non, c'est ça. Hein, donc, ça arrive, ça arrive aux urgences. Ce sont les enfants qui ne sont vraiment pas bien. Ahmed, 15 ans, il revient du Sénégal. Il avait une acné qui n'était pas prise en charge tout court et pas prise en charge dans le service. Il arrive, 39, très douloureux, pas de traitement en cours. Vous pensez à quoi? Je vous aide? Toujours. Et là, vous êtes peut-être moins à l'aise parce que, rien que pour vous faire plaisir, j'aurais dû mettre de l'huile de... Ah oui, mais quand j'appuie... En fait, le papa avait mis de l'huile de coco. Bon, c'est pas grave. Il avait mis de l'huile de coco sur le visage parce qu'au Sénégal, semble-t-il, dans la tradition, on met volontiers de l'huile de coco sur le visage. Résultat, ça a dégradé l'acné et elle s'est surinfectée à staphylocoque. On ne met jamais d'huile essentielle, d'argan, d'olive, de coco sur une acné. Les huiles, ça bouche les pores de la peau. Donc ça va aggraver l'acné. Donc jamais, jamais d'huile. On va mettre des choses plus fluides sur une acné, mais jamais d'huile. Donc cet enfant, on l'a hospitalisé parce qu'il n'était vraiment pas bien. On a évidemment arrêté l'huile de coco. On n'a même pas grondé. Moi, j'en voulais même pas au papa, puisque j'en veux plutôt dermatologue qui l'avait vu avant, qui ne l'avait pas soigné. Le papa a juste fait ce qu'il pensait bien pour son fils. On l'a mis sous pristinamycine. C'est rentré dans l'ordre et on a introduit au décours l'isotrétinoïne parce qu'il avait quand même une acné sévère. Et il n'a pas eu de cicatrice. Tant mieux. Donc on peut avoir des acnés qui se compliquent. Urgence infectieuse et para-infectieuse. On va commencer par cet enfant. C'est une observation très récente que j'ai vue, mais en fait j'en ai eu plusieurs, mais celle-là elle est magnifique je trouve. Un petit garçon de 9 ans. Alors, je ne me souviens plus de son prénom parce que c'est un avis de télexpertise et je n'ai pas gardé l'étiquette. Son pédiatre le soigne pour une teigne tondante, classique. Terbinafine. Je crois que vous n'avez plus la griséfuline non plus. Hein. Si vous l'avez encore, vous avez les derniers stocks. Pas de problème. Donc nous, on n'en a plus, donc on met de la terbinafine. Donc adapté au poids, pas de problème. Plus un imidazolé sur la lésion. Et il fait cette poussée extrêmement inflammatoire, une espèce de kérion, alors qu'il avait une teigne tondante. Et vous voyez des lésions à distance papuleuses, pustuleuses certaines. Quelle est votre hypothèse?
Surinfection bactérienne. Et pourquoi les papules à distance? C'est bizarre, hein, ça n'explique pas tout. Hein. Il va falloir qu'on s'arrête parce qu'il n'y a pas de réaction. Donc c'est une teigne avec ce qu'on appelle des dermatophytides. Et en fait, il semble que ce soit la lisse du dermatophyte qui entraîne une réaction à distance de type allergique. Et une réactivation, une poussée extrêmement inflammatoire de sa teigne tondante. Vous voyez qu'il avait un carillon, lui, là, quand on le voit là, si on le voit en première main, entre guillemets, c'est un carillon. Et on a finalement plusieurs types de réactions allergiques associées aux dermatophytes. On a les fameuses dyshydroses, on a des eczémas palmoplantaires, on a des dermatophytides à distance, volontiers papuleuses, voire pustuleuses, comme ici. Et on peut avoir aussi des réactivations initiales de la teigne. Hein, comme vraiment une réaction d'hypersensibilité aux dermatophytes. Donc là, j'ai demandé au pédiatre de maintenir la terbinafine, de maintenir l'éconazole. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, bon, bah, n'hésitez pas à mettre un antistaphe quand même, Péros, parce que je ne peux pas éliminer une infection des carions, il est très, très mélissérique ici, et des dermocorticoïdes sur les lésions à distance. Et il a eu la gentillesse de m'adresser, alors ça c'est un autre exemple, hein, et ça c'est un pédiatre qui avait soigné sa propre fille pour une teigne, alors qu'elle était juste tondante, vous voyez, elle est devenue très inflammatoire avec des micropapules à distance. Donc on a maintenu le traitement, et c'est rentré dans l'ordre, il a eu la gentillesse de m'envoyer l'évolution, donc il y avait une alopécie résiduelle, mais tout est rentré dans l'ordre, et a priori cet enfant va avoir une repousse normale des cheveux. Donc ne soyez pas surpris, ça peut arriver. Pas de panique, on continue le traitement, on traite symptomatiquement, on traite éventuellement un doute sur une surinfection, et ça rentre dans l'ordre. J'appuie qu'une fois parce que... Bon. Alors là, rapidement, on va passer plus rapidement, c'est du grand classique. Garçon dit, mais c'était juste pour pointer un élément qui m'agace dans les recommandations françaises sur la prise en charge de ces pathologies. Garçon de 18 mois, brutalement, frisson, fièvre, placard inflammatoire. Érésipèle. D'accord, on est tous d'accord. Donc l'érésipèle, ou ce que une grande commission d'experts de la dermatologie française ont rebaptisé la dermohypodermite bactérienne aiguë non nécrosante, ce qui est une aberration, on va y revenir. Érésipèle, c'est clair, c'est ce tableau-là. Brutal. D'accord, recommandation, ce qui est aberrant, amoxicilline plus acide clavulonique. Et on va revenir pourquoi, et je pense que Robert ne serait pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Les dermatologues, c'est nous, ce n'est pas Robert Cohen. Jamais d'anti-inflammatoire, je vous rappelle. Non, mais on est en phase avec Robert. Et parfois, on a des petits désaccords, mais on trouve un juste équilibre pour que personne n'ait tort. Un enfant de 9 mois, varicelle. Rapidement, dermohypodermite bactérienne, d'allure bactérienne. C'est quoi? Facite. C'est un érésipèle ou pas? Mais j'ai dit rapidement, j'ai pas dit brutal. Non, mais faut tout. C'est comme lors des concours à l'internat ou autre. Faut tout lire. Je n'ai pas dit brutalement, j'ai dit rapidement. Donc on a une vraie dermohypodermite bactérienne aiguë non nécrosante, mais pas un érésipèle. En fait, il a fait un abcès, cet enfant, avec une dermohypodermite bactérienne autour de l'abcès. Alors pourquoi je vous le présente? Parce que dans les recommandations françaises, il parle du traitement des dermohypodermites bactériennes aiguës non nécrosantes, incluant les érésipèles. Or, entre ces deux tableaux, qui sont tous les deux des dermohypodermites bactériennes aiguës non nécrosantes, vous avez une maladie toxinique, qui est l'érésipèle, vous avez 3 streptocoques qui se battent en duel et qui relarguent des toxines, ce qui explique pourquoi c'est aussi brutal. Ce n'est pas une prolifération bactérienne sur toute la jambe en 1 heure, ce n'est pas possible. Et vous avez les vraies dermohypodermites bactériennes par pullulation microbienne, comme ce cas-là d'abcès avec dermohypodermite périlésionnelle. Et donc, autant en haut, on pourrait se contenter de l'amoxicilline, autant en bas, où on a souvent du staphylocoque, on doit mettre de l'augmentin. Et donc c'est un peu un reproche que je fais aux recommandations françaises, c'est de ne pas différencier, de maintenir cette confusion entre toutes les dermohypodermites bactériennes aiguës non nécrosantes. Il y en a des toxiniques, il y en a par prolifération bactérienne. Donc il y a d'autres germes. Donc on peut l'hospitaliser dans certains contextes, grosso modo si l'enfant va bien ou si le contexte social est un peu suspect, où on se dit que l'antibiothérapie va poser problème, qu'il ne va pas pouvoir se reposer, on les hospitalise. Un diagnostic différentiel, une fillette de 9 ans, évolution rapide. Là encore,
37,8, j'adore. 37,8, ça vous embête. Hein. Bah oui, mais parce que je ne me souviens plus combien elle avait, donc 37,8, elle est soit fébrile, soit pyrétique, ça ne change rien. Douloureuse. Léger syndrome inflammatoire, CRP à 22. Qu'est-ce? Piqûre d'insecte pourrait tout à fait donner ça, sauf que là, vous voyez, ça touche le bras et l'avant-bras, avec un aspect très figuré des espaces de peau saine. Donc on n'est pas sur un érysipèle, qui a un érythème à l'emporte-pièce. Staphylocoque, mais staphylocoque, c'est un microbe. Donc quelle maladie liée au staphylocoque? Il n'y en a aucune qui colle, on est d'accord. C'est ce qu'on appelle la cellulite de Wells, qui est une dermohypodermite à éosinophile. Et c'est un tableau qu'on peut voir avec les piqûres d'insectes, finalement. C'est assez voisin. Et pourquoi on ne peut pas retenir l'érysipèle? D'abord, pour un érysipèle, je vous aurais dit, elle a 39, 38,5, 38,2 sous Doliprane. Ça aurait été brutal et non pas progressif. Là, vous avez des espaces de peau saine. C'est pas normal dans un érysipèle. Et vous avez une bulle, une petite bulle tendue. Dans l'érysipèle, on peut avoir des décollements bulleux, qui sont souvent en nappe, souvent nécrotiques, hémorragiques. Donc là, on n'est pas du tout sur ce tableau. Puis on a un enfant qui va bien. Donc pensez-y à cette cellulite de Wells, qu'on peut voir, c'est un tableau qui est similaire des piqûres d'insectes, et que je pense qu'il y a tout un continuum entre les vraies piqûres d'insectes et la cellulite de Wells, surtout qu'histologiquement, on va voir les mêmes lésions, des aspects de flammèche à eosinophile. Donc on a un aspect absolument similaire histologiquement. Et donc là, le traitement, je ne sais plus si j'ai une diapo sur le traitement, c'est repos. Ah oui, juste un mot, vous voyez. Dermohypodermite suspendue, plus ou moins espace de peau saine, qui peut être récidivant. Et elle, cet enfant, je ne vous l'ai pas dit, ça vous aurait aidé, c'est le 2e épisode qu'elle faisait. Mais je ne veux pas non plus trop vous aider. Il faut être sympa, mais pas trop. Traitement anti-inflammatoire non stéroïdien, alors pour qu'un dermato dise AINS, c'est que c'est vraiment utile, parce qu'on n'aime vraiment pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais il faut être sûr du diagnostic, évidemment. On peut avoir une petite éosinophilie sanguine, en général, on n'a pas de polynucléose neutrophile, mais on peut en avoir une petite, cette petite en avait en l'occurrence. Donc on peut mettre aussi des corticoïdes par voie générale pour vraiment casser l'inflammation. Mais il faut être sûr que ce ne soit pas infectieux. Ceci dit, il y avait des études dans l'érysipèle qui montraient que la corticothérapie générale fonctionnait sur l'inflammation de l'érysipèle. Donc vous ne prenez pas un risque majeur. C'est bon la suite de Wells? Il reste 5 minutes. Voilà. Alors juste en image, si vous voyez des vésicules, c'est toujours pour vous un virus. Il n'y a pas que l'herpès qui donne des vésicules. La varicelle donne des... Donc l'herpès, on l'a déjà vu. Le zona, pensez-y. Le zona, qui peut avoir un aspect, par ce caractère très localisé, je peux faire penser à un herpès. Qu'est-ce que vous retrouvez? Souvent une varicelle précoce. Le caractère très systématisé. Ça ne dépasse pas la ligne médiane. Et ça, c'est assez systématique. Et ça touche un métamère. L'herpès n'est pas aussi bien distribué. Ce qui est étonnant, parfois c'est le zona en tout début d'éruption, on va avoir un bouquet, là où il y a une résurgence du nerf. Et puis le lendemain, vous allez avoir, lors d'une autre résurgence du nerf, un autre bouquet. Bon, là, on n'est plus sur un herpès, on est sur un zona. Donc là, qu'est-ce que vous faites comme traitement? Ouais, on traite comment la douleur du zona? Ouais, à la phase aiguë, c'est paracétamol. On ne met pas d'AINS, s'il vous plaît. Paracétamol, on peut aller jusqu'aux analogues de la morphine, mais ce ne sont pas des douleurs neurologiques à la phase aiguë. Ce sont vraiment des douleurs qui peuvent se soigner par Doliprane. Donc Doliprane, soins locaux, attention, pas d'antiseptique, eau et savon. Au moins un message qui est passé, c'est bien. Dove, très bien. Il n'y a pas de pharmacien ici. Ou pas aimé. Donc ça peut vraiment toucher toutes les zones. Donc pensez-y. En pied-main-bouche, c'est vésiculeux, ça peut même être bulleux, les pieds-main-bouche, extrêmement profus, avoir un aspect varicelle-like, entre guillemets. Alors l'aspect du visage est assez caractéristique avec cette atteinte péribuccale, et quand on en voit régulièrement le diagnostic, il ne se fait rien qu'en voyant l'enfant.
Et à notre époque, alors c'est vrai qu'il y a 20 ans, on en voyait, je trouve, très peu, pour ceux qui ont 20 ans d'expérience, il y a des jeunes, heureusement, on en voyait, je trouve, très peu, et surtout pas des formes profuses comme ça. Aujourd'hui, on voit vraiment des formes profuses, des atteintes du siège, des atteintes bulleuses, des atteintes cocardiformes, des pseudo-génotiques rostis. C'est extrêmement polymorphe, mais ça rentre dans le cadre des maladies vésiculeuses. Ça peut récidiver, oui. Ah ouais, même 3-4 ans, c'est juste avant le Covid. Ouais, nous, c'est même avant. Hein. Ouais. Ouais, des pieds-mains-bouches extrêmement sévères, avec atteinte systémique même, hein, atteinte neurologique. Oui. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux virus? C'est pas très clair. Donc, la clé, eau et savon. D'accord? À part ça, et symptomatique, bien sûr. Hein. Bon, la varicelle, je crois que ce sont les dernières diapositives. On va aller rapidement parce que je crois que je les ai déjà montrées, celles-là. Elles peuvent être profuses, les varicelles, voire varioliformes. Floride. Vous faites quoi? Oui, savon, d'accord. Bon, vous voyez, en fonction de l'état général, voilà. Mais si vous faites de l'aciclovir, c'est IV. Hein. On ne fait pas d'aciclovir oral dans la varicelle, non. C'est toujours IV pour la varicelle. Donc, mais ça marche bien parce que la varicelle guérit toute seule. Et dans les maladies qui guérissent toutes seules, tous les médicaments sont très efficaces. Mais si vous pensez une atteinte grave, c'est Zovirax IV. Si vous le traitez, c'est Zovirax IV. Voilà là, donc 2 cas, un œdème aigu hémorragique sur varicelle à gauche, une urticaire aiguë. L'urticaire aiguë peut être liée à la varicelle. Dans des formes plus inflammatoires avec vascularite, ça donne un œdème aigu hémorragique post-varicelleux. Ça surinfecte. Avec un bel impétigo, là vous voyez, je ne sais plus si on voit quelques lésions de varicelle. Hein, ça peut se surinfecter. La surinfection peut être plus embêtante. Là, c'était en plus application de talc. Pour une maman qui voulait bien faire, hein, c'est pas... donc un pétigo favorisé par un agent... En fait, ce n'est pas du vrai talc, c'était du citélium, mais je n'ai pas le droit de le dire. Voilà donc des formes plus profuses d'impétigo. Alors on va passer, je crois que j'avais fait quelques diapositives, donc une forme bulleuse d'impétigo, c'est rarissime. Et là c'est un petit enfant, c'est une photo d'un enfant à droite qui venait de Mauritanie, qu'on m'avait adressé de Mauritanie. Hein, donc on a des impétigos extrêmement sévères, pas tous post-varicelleux. On va passer rapidement sur l'impétigo parce que on va finir par des images plutôt. Donc on peut avoir des scarlatines sur la varicelle. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de scarlatine, strepto, staphylococcique sur la varicelle. Il n'y a pas que l'angine qui donne des scarlatines. Alors, là, moi, j'en ai vu une fois une nécrolyse épidermique staph. Cet enfant n'avait pas une nécrolyse épidermique staphylococcique post-varicelleuse. C'est une vraie nécrolyse épidermique staph caractéristique avec cet aspect orangé péribuccal, cet exanthème avec rehaussement dans les plis et décollement. J'en ai vu une fois, mais l'enfant était tellement mal qu'il y a des moments où on n'a pas on a un peu de pudeur pour ne pas les prendre en photo. On peut avoir des nécroses épidermiques staph sur varicelle. Et pour finir, donc 2 varicelles hémorragiques par pancytopénie ici. Hein, vous voyez qu'il avait un purpura sur toutes les lésions de varicelle, une atteinte muqueuse, endonasale, endobuccale. Cet enfant a été envoyé en réanimation pour transfusion massive et il s'en est sorti sans aucune séquelle. Et ça a été le pire cas, mais qu'on a sauvé, le suivant. Et là, la pédiatre m'appelle. Alors, c'était l'ancienne chef de service qui était un peu trop zen, moi, je trouve. Qui m'appelle en me disant, j'ai un enfant qui a la varicelle, il a un purpura qui évolue vite. Est-ce que tu peux venir dans la matinée? Alors, un purpura qui évolue vite, on vient tout de suite, évidemment. Et ça, c'est quoi? C'est à connaître. Hein. Ça peut arriver. Cliniquement, c'est quoi? S'il a mal à la tête, qui vomit, vous dites que c'est un... Bah oui, un purpura fulminans, quoi. C'est un purpura fulminans qu'il a, cet enfant. Et on peut l'avoir avec la varicelle, qui peut induire un déficit en protéine S. Cet enfant, on lui a dosé en urgence, que là, je lui ai dit quand même de s'activer. Ouais, mais le labo, je lui dis, t'appelles le labo, tu lui dis que je veux le résultat dans la demi-heure. On a eu le résultat dans la demi-heure, la protéine S était indosable, et c'est un phénomène immunologique. Ça a été observé avec d'autres virus, notamment chez des enfants qui ont un déficit congénital en protéine C.
Hein. On peut avoir des purpures à fulminants. Cet enfant a été transféré en SAMU. Alors là, c'est le SAMU urgent en réanimation. Il a une plasmaphérèse, 0 séquelles. C'est important parce que quand vous regardez la littérature, et dans la littérature, on aime bien montrer ce qui fait peur. Vous avez des enfants amputés, des enfants avec des grosses pertes de substances. Cet enfant n'a eu aucune séquelle. Donc ça peut arriver, heureusement c'est rarissime. Et je vous souhaite un beau congrès. Merci beaucoup, M. Maé. Juste une question. Le déficit en protéine C peut favoriser un purpurin fulminant avec d'autres virus, comme l'Epstein-Barr virus, par exemple, ça a été rapporté, le cytomégalovirus, mais chez les enfants qui sont prédisposés. Là, il n'y a pas de prédisposition ici. Merci beaucoup pour cette belle présentation, malgré les aléas technologiques, oui. Parce que le problème de connexion. D'ailleurs, j'ai dû donc annuler la présentation qui devrait se faire à distance. Merci beaucoup. Donc, pour votre brillante présentation, nous avons un trophée. C'est Mkhtari. On va faire une photo avec